Merci donc aux organisateurs de m'avoir invité. Donc je vais essayer de vous apporter quelques nouveaux éléments, mais beaucoup de choses ont été déjà évoquées par Anne, et Christophe et Danuta. Donc je vais peut-être prendre ma casquette aussi AFNOR pour essayer de remettre toute cette problématique dans un contexte plus historique, on va dire, et voir comment en fait les normes ont évolué et comment on se trouve aujourd'hui à parler d'impact. Et comme disait Christophe tout à l'heure, ça fait longtemps qu'on fait de l'impact sans le savoir, et que peut-être que les indicateurs d'activité dont on parlait il y a une vingtaine d'années ou il y a une trentaine d'années, finalement c'était les premières briques qui ont permis aujourd'hui de parler d'impact. Et voilà. Et donc, sinon, je voulais aussi rebondir sur l'intervention de Danuta qui vient, donc, vous le savez, des États-Unis, où on a des taux d'inscription absolument, Christophe dirait, soviétiques. Pour le coup, vous savez que les bibliothèques publiques, je crois, ont des taux d'inscription autour de 60 ou 80%. Nous, je vérifiais sur le site de l'Observatoire de la lecture publique, le dernier chiffre d'inscrits actifs dans les publications 2004, parce que je crois qu'on est très en retard, c'est 13% d'inscrits actifs, voilà, c'est très, très bas. Et en fréquentant, on est autour de 35%. Voilà, donc on attend là aussi une enquête du SLL, je crois, pour la rentrée. Donc un peu la suite de l'enquête CREDOC qu'avait piloté la BPI avec le CREDOC en 2008. Donc on attend des chiffres et des nouvelles données sur la fréquentation des bibliothèques qui nous donnera un petit peu des éléments de comparaison. Donc Danuta, dans un pays où les bibliothèques sont vraiment, elle le disait, au cœur de l'université, nous on essaye de plaider pour ça, en tout cas moi à la bibliothèque de Sciences Po, on essaye de plaider pour que la bibliothèque soit au cœur de l'université, mais on est un peu, malheureusement, alors je sais que l'advocacy c'est être positif, je vais essayer de ne pas être trop négatif, mais moi je suis à Sciences Po depuis 3 ans et on essaye de remettre la bibliothèque au cœur de l'école. Elle était une des 3 missions principales de l'école, qui était la recherche, l'enseignement et la documentation. Et malheureusement, depuis quelques années, la documentation, elle est un petit peu en perte de vitesse, non pas par défaut des professionnels, je pense, mais en fonction en fait de l'évolution et des études et de l'enseignement et du fait que beaucoup d'enseignants, malheureusement, pensent que l'ensemble de la documentation est disponible en ligne. Et donc, il y a une forte concurrence. Et c'est vrai que cette notion de concurrence, Dominique Lahari aussi la remet en cause beaucoup et je reviendrai là-dessus. Il faut essayer aussi de plaider sur le fait qu'il n'y a pas concurrence et que ce n'est pas du tout la même chose. Et donc, pour finir mon introduction, donc Danuta, dans un monde aussi favorable aux bibliothèques, fait des études, plaide et l'advocacy, on sait aux États-Unis comme elle est forte. Donc vous voyez le palier qu'on a à franchir, enfin la marche est haute pour nous, qui partons d'une image de la bibliothèque qui est encore très poussiéreuse, mais qui va changer, et peut-être qu'on aura un Premier ministre qui est un grand défenseur de son réseau de bibliothèques. En tout cas, ça pourra peut-être aussi aider à valoriser l'image des bibliothèques. Et donc, voilà, faire des études, plaider, ça demande aussi d'avoir des interlocuteurs de l'autre côté. Et ce qui nous manque souvent, c'est peut-être l'écoute des interlocuteurs. Et moi, je le vois à Sciences Po, où il y a une mission marketing depuis plus de 10 ans, je crois depuis 2005, donc depuis 13 ans. Et malgré ça, en fait, malgré les études, malgré cette tradition dans cet établissement d'enquête, on n'a pas toujours en face des gens qui sont prêts à nous écouter. Donc l'advocacy, c'est aussi effectivement décliner un discours pour des interlocuteurs, mais il faut que les interlocuteurs soient prêts à écouter ce que vous avez à dire, et c'est tout un enjeu sur lequel on va pouvoir revenir. Donc voilà l'image que j'ai trouvée. Alors après, je me suis dit, ça ressemble un peu aux expériences de mort immédiate, là, la near-death experience. Mais non, en fait, c'est trouver la lumière au bout du rayonnage. Alors, on va revenir là-dessus, on a beaucoup commenté, et finalement, la pauvre ministre de l'année 2015, ministre de la décentralisation et de la fonction publique, quand elle déclarait aux Échos les hôtels de région sont-ils trop grands, les médiathèques sont-elles un équipement toujours d'actualité au XXIe siècle, finalement, voilà, elle a fait un grand pas pour les bibliothèques aussi. C'est une manière aussi de plaider. Finalement, tout le monde s'est mobilisé en disant comment un ministre peut parler comme ça. Et si, on a énormément de choses à faire. Et au XXIe siècle, plus que jamais, la bibliothèque a sa place. Et dans un établissement d'enseignement supérieur, à l'époque des fake news, etc., on sait qu'on a énormément de travail à faire. Et on est vraiment indispensable pour accompagner les jeunes générations à s'orienter dans le monde compliqué de l'Internet.
Donc en introduction, je voulais revenir là aussi, Anne en a parlé sur ce numéro que Thomas Chimbaud et Anne avaient coordonné sur l'advocacy et l'éditorial de Thomas, c'était Invisible la bibliothèque. Donc la journée d'aujourd'hui reprend ce terme de visibilité ou d'invisibilité. Et voilà, donc c'est vraiment une histoire à la fois de positionnement et on va voir comment les indicateurs peuvent éclairer, puisqu'on peut filer cette métaphore de la lumière, éclairer ou au contraire obscurcir cette image. Et moi-même, j'en ai fait tout à l'heure, je vous parlerai de l'IPQUA, la douloureuse expérience, comment des indicateurs en fait, et des chiffres finalement peuvent complètement obscurcir le discours qu'on a à tenir et finalement être contre-productif. Donc parler de la bibliothèque visible, ça va être, comme le disait Anne aussi, trouver le bon discours selon à qui on s'adresse. Alors, je vais revenir pour cette question de visibilité. J'avais participé à une enquête que Christophe et à l'époque Françoise Godet aussi avaient pilotée sur les 11-18 ans et les bibliothèques. Et on avait eu avec des sociologues, Virginie Repère notamment, le grand plaisir en fait d'interroger des jeunes de 11 à 18 ans. Et notamment, on leur avait demandé, mais pourquoi vous ne venez pas en bibliothèque? Et c'est ce que disait aussi tout à l'heure Anne, c'est que souvent les gens disent, la bibliothèque, elle a de la valeur. D'ailleurs, les non-usagers qu'on interroge, on l'a vu tout à l'heure, attribue une valeur plus importante à la bibliothèque que les usagers. Et là aussi, la plupart des jeunes à qui on parlait disaient la bibliothèque c'est indispensable, il faut qu'elle soit là, mais pas pour moi. Et donc là, c'est vraiment aussi un enjeu, je pense, pour les bibliothèques en France, c'est d'exister un peu pour tout le monde et d'essayer de transformer en fait cette a priori, cette image persistante de bibliothèque indispensable. Je crois que là, c'est presque un acquis, mais pas seulement pour les autres, aussi pour moi. Donc dans la même étude, il y avait cet étudiant qui, moi j'adore cette citation, en disant pourquoi j'y vais pas, c'est la question piège, il y a eu Internet qui est arrivé, et puis bon, comme pour faire des recherches, on n'aurait pas eu Internet, peut-être qu'on y serait allé, mais finalement on n'en a pas besoin. Donc ça c'est une enquête qu'on a faite en 2010. Et finalement, on se rend compte qu'il y a toutes sortes d'arguments comme ça qui sont, je pense, fallacieux. Enfin, c'est des arguments qu'on avance pour se déculpabiliser de ne pas aller à la bibliothèque. Mais tout le monde sait que la bibliothèque, c'est tout. Et Danuta l'a encore dit, la bibliothèque comme lieu, pour les étudiants, c'est indispensable. C'est le lieu qui favorise aussi l'apprentissage et qui favorise le succès dans les études. Et donc, finalement, il va falloir trouver les bons arguments pour plaider pour la bibliothèque. Et convaincre ces jeunes, c'était ce qui était vraiment dommage, c'est que c'était des jeunes qu'on avait rencontrés donc de 11 à 18 ans qui avaient déjà cette image stéréotypée et fausse de la bibliothèque. Alors l'amour du chiffre, parce que donc je vous dis, on va reprendre ça dans une perspective un peu historique. Et pourquoi finalement, c'est un petit peu ce que Julia m'avait demandé aussi de reprendre dans cette intervention, un peu l'évolution des normes. Donc, je suis membre de la commission AFNOR que préside maintenant Noël Rognal-André en ayant pris la succession de Nadine Delcarmine qui a terminé son mandat en fin d'année dernière. Et donc, dans la commission, nous travaillons à l'adaptation des normes. Et récemment, donc l'année dernière, à la même place, nous avions présenté le livre blanc sur les mesures d'impact qui était une adaptation de la norme 16439 sur l'impact des bibliothèques. Donc si on revient en arrière et on revient aux premières normes, on se rend compte... Pardon. Voilà, on se rend compte que les bibliothèques, en fait, sont vraiment des grandes compilatrices de données statistiques. Donc une autre collègue canadienne, cette fois Wendy Newman, qui écrit une contribution très intéressante dans ce dossier de bibliothèque consacré à l'advocacy. Elle met en garde en fait les collègues bibliothécaires sur ce goût du chiffre et qui paradoxalement, Anne tout à l'heure disait qu'on était des littéraires, mais paradoxalement le fait qu'on soit littéraire, c'est peut-être justement pour ça qu'on se réfugie dans les chiffres pour se donner une légitimité auprès des décideurs. Mais dans certains articles, les économistes, je crois que Françoise Benamou et Philippe Chantepie, pardon, ont signé un article aussi très intéressant dans le BBF qui est consacré si on parlait d'argent, où ils disent qu'il faut vraiment faire attention quand on manipule les chiffres et ça peut être finalement contre-productif. Et donc des économistes de la culture étaient plus dans l'argumentation de mesurer l'impact sociétal de la bibliothèque plutôt que de se réfugier dans cet impact économique.
Donc, voilà. L'amour du chiffre fait qu'on peut présenter des chiffres comme ça, et moi je l'ai fait, mais à culpa. Donc on a des prêts à la bibliothèque de Sciences Po qui dégringolent en fait, on ne sait pas jusqu'où ira la chute. Là c'est un tout petit peu enrayé parce qu'on essaye de changer les droits d'accès, etc. Mais on se rend compte que finalement on a des chiffres comme ça qui sont issus des indicateurs que nous recommandent les normes sur la mesure de l'activité, qui font que dans le rapport d'activité de la bibliothèque, on n'hésite pas à présenter des chiffres comme ça. Et finalement, moi, avec l'expérience, je me dis, est-ce qu'on doit continuer à présenter en fait les chiffres de prêt? Ça sert à qui, si ce n'est à aller dans le sens de la déploration qu'aiment bien les bibliothécaires? Est-ce qu'on ne devrait pas carrément zapper tous ces chiffres et faire comme certaines bibliothèques, vous le voyez dans certains rapports d'activité, j'en montrerai un tout à l'heure sur la New York Public Library, qui ne parle même plus du tout de livres, et on présente la bibliothèque comme lieu, comme lieu de convivialité, lieu de lien, aussi de découverte de la documentation. Mais pourquoi parler d'indicateurs qui ne reflètent plus la valeur de la bibliothèque pour les usagers? Donc cette notion de valeur, et c'est un peu le fil conducteur de ma présentation, et c'est ce que disait Danuta avec cette roue de la valeur qui je trouve très intéressante. La notion de valeur, c'est-à-dire savoir quelle est la valeur de la bibliothèque pour les usagers et les non-usagers, va permettre de construire le discours sur le plaidoyer, parce que rien ne sert de construire un discours sur la baisse des prêts, si ce n'est d'obtenir une diminution de son budget. Donc la première jeune fille était catastrophée, et là c'est l'expérience moi que j'ai eue quand j'ai présenté les résultats de l'IPQUAL en bobinette. Donc à Sciences Po, il y a la grande messe mensuelle où tout le personnel de Sciences Po est invité à des restitutions. Alors il y a des chercheurs qui viennent présenter des choses très intéressantes, et la bibliothèque a la parole à peu près une fois tous les 2 ans. Et donc moi je venais d'arriver en 2003, et alors en 2014, pardon, je suis arrivée en 2013, en juin 2014, on m'a demandé de présenter les résultats de l'IPQUAL. Et il a fallu que je présente ce radar, je ne sais pas si vous le connaissez, mais donc c'est le radar que l'ARL propose aux bibliothèques comme exploitation des données de l'IPQUAL. Donc c'est un radar d'abord qui est incompréhensible. En interne, mes collègues ne le comprennent pas non plus. Moi, j'ai mis un certain temps à le comprendre. Donc ça définit des zones où vous avez des marges de progression importantes. Plus la zone jaune est importante, plus votre marge de progression est importante. Et plus vous êtes dans le rouge, c'est que la note qui est donnée par les utilisateurs, donc on interroge les usagers de la bibliothèque sur une trentaine d'items, donc c'est chacun des rayons du radar. On leur demande quelle est la note minimum que vous attendez pour ce service, quelle est la note maximum dans un monde idéal, et quelle est la note du perçu. Alors par exemple, le rouge, là c'est sur la bibliothèque comme lieu, en LP1. Vous voyez qu'ils mettent une note chez nous, une note de perçu qui est inférieure au minimum qu'ils attendraient du service dans cette bibliothèque. Donc quand c'est bleu, c'est qu'on est dans la zone d'adéquation. Et quelquefois, quand on est très satisfait, on a une note de perçu qui est supérieure au maximum attendu. Donc, peu importe, finalement, je ne suis pas là pour présenter les résultats de l'IPQUAL, mais là, pour vous dire aussi que, voilà, on a cette habitude, on est tellement, finalement, presque fiers de manipuler des radars aussi complexes, que moi, quand je suis arrivée à cette fameuse bobinette, et devant un parterre d'économistes et de sociologues, je veux dire que quand j'ai présenté ce radar, j'en menais pas l'âge, et finalement je me suis rendu compte, et mes collègues qui étaient dans la salle m'ont dit, mais c'était catastrophique. Tout le monde a dit, mais qu'est-ce qu'ils racontent? Et ils ne font que se plaindre. Donc je me dis que voilà, l'advocacy, c'est aussi finalement garder pour soi en fait des chiffres de pilotage et des chiffres de gestion, et essayer de raconter des belles histoires. C'est ce que disaient tout à l'heure mes collègues, les success stories, c'est ce qu'il faut peut-être essayer de vendre pour changer l'image de la bibliothèque. Donc 3 normes ont abouti à ça, donc je vais être rapide, mais quand même je vais revenir dessus. Là, donc la norme ISO 27089, la 11620 et la dernière 16439. Donc simplement pour vous dire que la 27089 parlait des mesures d'activité, d'indicateurs d'activité. Et tout à l'heure, Danuta en a parlé largement, donc on essayait de compter. Donc c'est une norme qui définit en fait des choses, définit des concepts, définit comment on décrit l'activité de la bibliothèque, et permet un des grands intérêts de ces normes, c'est la comparabilité. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on compte la même chose, on va pouvoir se comparer soit à soi-même dans le temps, dans des évaluations diachroniques, soit avec d'autres établissements comparables. Donc finalement, on a eu cette norme qui a été
je pense, extrêmement vertueuse et qui fait que, par exemple, excusez-moi de parler de mon exemple professionnel, mais à Sciences Po, la direction de la bibliothèque est une des seules directions à avoir un rapport d'activité, à fournir des chiffres et être exemplaire dans l'évaluation en fait, de son activité. Donc je pense qu'on n'a pas non plus à en rougir. Tout à l'heure, j'étais un petit peu sur le mode de l'anecdote et de l'humour que je critiquais ces radars, mais en fait, cette capacité, cette appétence finalement pour la description de notre activité, elle est vertueuse, je le disais, et donc elle date de cette première norme qui était, dont la dernière version date de 2013. Et ensuite, on a une nouvelle norme, la 11620, sur les indicateurs de performance. Et donc, la performance qui est une notion, on verra, qui est en fait la deuxième étape qui mène à l'impact. Si on parle de l'activité, en fait, comme première étape, on a ensuite la performance. Et la performance est un terme qui, dans la norme, est défini entre efficacité, efficience et qualité. Donc, efficacité, ça veut dire que je mesure le degré d'accomplissement des objectifs donnés. Donc, par exemple, une activité est efficace si les résultats se rapprochent des objectifs. Donc là, c'est des notions très importantes parce que, voilà, ça veut dire que travailler, c'est, en tout cas dans le cadre d'une bibliothèque, c'est travailler par rapport à des objectifs. L'efficience, ça va être faire plus avec moins, ou en tout cas, c'est dans quelle mesure l'utilisation des ressources, enfin, quelle est l'utilisation des ressources que je fais pour arriver à cet objectif. Donc il y a plein d'exemples. L'exemple le plus prestigieux, c'est celui de la BNF, qui a un contrat de performance depuis, je crois qu'ils en sont au deuxième ou au troisième contrat de performance. Donc la Bibliothèque nationale de France a défini 5 grands objectifs. Chacun des objectifs de performance est décliné en objectifs opérationnels et chacun des objectifs opérationnels a des indicateurs. Alors c'est vrai que tout à l'heure on parlait de pilotage un peu soviétique et ça peut paraître un peu drastique, un peu réducteur de piloter un établissement avec des objectifs, des missions, des indicateurs, mais finalement ça permet aussi de voir où on va et puis de réaffecter éventuellement les ressources, que ce soit les ressources financières, les ressources humaines, les ressources en fonction de là où on est par rapport à l'objectif qu'on s'est fixé. Donc même si sans doute il faut prendre ça avec précaution, ça quand même dans la période où on est, dans le contexte de l'OLF, etc., piloté par objectif, ça a du sens, même si on peut émettre peut-être certaines réserves. Et alors du coup, dans le train, pendant que Christophe écoutait France Inter, enfin, normalement il y a du Wi-Fi maintenant dans le train, donc on peut travailler, et moi par hasard j'ai recherché voilà, c'est ça. J'ai cherché la définition d'efficience parce que j'en étais plus sûre. Et je suis tombée sur un article de Pierre Carbone dans le BBF de 98. Et en fait, tout est dit en 98. Donc ça fait quand même presque 20 ans où Pierre Carbone reparle donc il présentait la norme 11620 que j'évoquais. Et il parle, sans le savoir lui aussi, d'advocacy, puisqu'il dit l'évaluation met en jeu 3 partenaires, les usagers, les bibliothécaires et les décideurs. Donc là, il présente donc en fait cette idée de décliner aussi des objectifs, un discours en fonction de son interlocuteur, que ce soit les usagers d'un côté ou les décideurs de l'autre. Et il dit aussi que dans un domaine où le retour sur investissement n'est pas mesurable en termes directement économiques et où les variations de financement peuvent être importantes d'une année sur l'autre, il devient donc vital pour les bibliothécaires de se faire les meilleurs interprètes des attentes reliées à l'ensemble des usagers. Alors vraiment, si ça, c'est pas la définition et de l'advocacy et de l'impact, donc c'est dommage qu'on n'ait pas demandé à Pierre Carbone de venir reparler de cette contribution visionnaire qui a 20 ans et qui... voilà, finalement, il a fallu attendre peut-être que les mouvements se mettent en place à l'étranger et puis pour que nous-mêmes, on se réinvestisse ces notions, mais qui étaient déjà présentes dans la norme 11620. Alors moi, j'aime bien reprendre ce graphique. Alors, excusez-moi s'il y a certains étudiants conservateurs, parce que je crois que je l'ai présenté récemment. C'est notre collègue qui est directeur qui était directeur du réseau des bibliothèques de Toronto, oui, en Ontario. On a vu tout à l'heure que c'est une bibliothèque qui est assez exemplaire parce qu'elle fait beaucoup d'études. Et donc, il y a eu cette fameuse étude sur le retour sur investissement. Et Stéphane Abraham, il montre bien, en fait, l'évolution de ces indicateurs qui étaient d'abord orientés bibliothèque,
et qui était quantitatif. Et là, on mesurait les inputs, donc tout ce qui constitue en fait l'input, enfin à la FNOR, on a choisi la traduction de intrant, voilà, et avec extrant pour output. Donc c'est vrai que c'est pas très courant, on a plus l'habitude d'entendre input et output. Donc on passe des inputs au output, et en anglais, c'est pour ça que je l'ai gardé en anglais. En anglais, on a cette variation entre output et outcome dont parlait Danuta, et qui est assez intéressante parce que si les outputs, c'est la façon dont la bibliothèque finalement transforme ses inputs, donc en input, on a du personnel, des collections, un budget, et en output, on a de la circulation, de la présence à des animations, etc. Donc ça, c'est juste des résultats concret de l'activité de la bibliothèque. On est toujours dans une mesure quantitative bibliocentrée. Et un peu le changement de paradigme qui vient avec le outcome, c'est on a plus une mesure qualitative et qui est plus orientée usager, qui fait qu'on va interroger la satisfaction et aussi les compétences ou la plus-value qu'apporte la bibliothèque, avec toutes les réserves qu'a souligné Christophe tout à l'heure, et la difficulté qu'il y a à mesurer en fait un outcome qui n'est pas forcément immédiat. Ça peut être dans le temps, ça peut être par rebond, par effet indirect, auprès de non pas des usagers, mais du petit frère, de la petite sœur, ou de la grand-mère, etc. Donc c'est des effets rebonds difficiles avec un effet tache d'huile qu'il est difficile à mesurer. Mais cette diapo donc est intéressante parce qu'elle montre en fait l'évolution et qui irrigue l'ensemble des sujets propres aux bibliothèques, que ce soit sur les collections, sur les espaces. On est passé d'une conception top-down, si on veut, à une conception voilà, bottom-up, qui va être renforcée en plus par toutes les méthodologies UX qui vont dans le même sens, dont je dirai un mot tout de suite. Donc finalement, et ça je l'ai repris en fait, je crois à Franck Huysmans, ce que citait Christophe tout à l'heure, on ne va plus compter les livres qui sortent, mais on va essayer de mesurer l'impact de cette lecture sur les usagers. Parce que qu'est-ce que dit le livre qui sort? Il dit rien d'autre qu'une manutention. Effectivement, ça permet de justifier d'avoir des magasiniers, d'avoir, vous voyez, à la bibliothèque de Sciences Po, on a encore un guichet qui donne aux étudiants les bouquins qui viennent des magasins. Donc là, effectivement, pour justifier qu'on ait 30 magasiniers, il faut montrer qu'on a fait 80 000 prêts. Enfin, les chiffres ne sont pas bons, mais voilà. Par contre, mesurer l'impact de la bibliothèque, ce serait bien de le faire. Encore faut-il qu'on ait des gens pour écouter ce discours-là. Donc finalement, c'est un peu le sujet de la matinée, changer le discours autour de la bibliothèque, c'est pas forcément laisser tomber les chiffres, hein, c'est ce que disait Danuta, et c'est ce que dit aussi la norme, la dernière, sur les mesures d'impact. J'anticipe un peu sur la fin de mon PowerPoint, mais ce que dit qu'on l'a repris dans le livre blanc, c'est une recommandation pour croiser différents types de mesures, les mesures induites, les mesures sollicitées et les mesures observées. C'est les termes en anglais de la norme ISO. Donc les mesures induites, c'est les mesures qui sont induites automatiquement par le SIGB, par les compteurs d'accès. Et tout à l'heure, Danuta disait que dans la bibliothèque, pour mesurer le succès de la bibliothèque, on mesure simplement le taux d'occupation de la bibliothèque. Donc là, ce sont des mesures induites. Et après, on peut faire des mesures sollicitées, c'est-à-dire comment on va solliciter les usagers pour savoir s'ils sont contents. Mais comme il y avait cet fameux Apple Pie Effect qui fait que quand on sollicite les bibliothèques, les usagers sur leur satisfaction des espaces, on va avoir des notes très élevées. Donc c'est bien de combiner les effets, les données induites, donc les chiffres, avec les données sollicitées et aussi avec de l'observation. Donc là, c'est aussi des méthodologies dont a parlé Danuta, d'observation des usagers dans les salles. Et c'est l'analyse croisée de ces trois éléments, de ces trois types de données, qui permet d'avoir une véritable évaluation de la bibliothèque. Donc nous, par exemple, on a, comme la plupart des BU maintenant, on a élargi les horaires, mais avant l'élargissement des horaires, on a à la fois regardé ce que donnaient les compteurs d'entrée et aussi ce que donnait finalement une enquête de satisfaction qu'on a menée en parallèle pour essayer de croiser les données. Alors, je reviens un peu sur ce qu'on a dit tout à l'heure. Rendre visible, c'était
d'abord en interne, c'est-à-dire plutôt auprès des usagers de la bibliothèque, savoir qu'est-ce qu'on offre et comment on s'en sert. Et donc c'est vrai que tout à l'heure je disais qu'on était un peu fasciné par les chiffres et qu'on se réfugie souvent derrière beaucoup de chiffres qui font qu'on garde l'usager à distance. De la même façon, on sait très bien que la bibliothèque, elle aime garder ses usagers à distance. Et il y a un classement très compliqué. Chaque fois qu'on fait des enquêtes, les étudiants nous disent qu'ils ne savent pas où chercher les bouquins. Je voulais citer aussi un exemple qui nous a assez frappé. On a fait une refonte du site web de notre bibliothèque. On a fait des focus group et des tests d'utilisabilité avec le développeur, le responsable des projets numériques. Donc on a demandé à des étudiants de venir et de nous montrer comment ils cherchaient sur le catalogue. Et donc on avait des étudiants, on se souvient particulièrement d'un étudiant en M2 qui préparait l'ENA et qui cherchait des revues juridiques, et on lui demande mais comment vous faites pour chercher vos revues juridiques, et il nous a dit je vais sur Google. Donc voilà, on a un nombre infini de ressources, etc., qui ne sont pas du tout utilisées, avec un moteur qui est spécifique et en fait qui n'est pas visible, qui n'est pas utilisable, pour reprendre les termes d'un ouvrage que j'évoquerai tout à l'heure. Et donc rendre visible, ça va être aussi se mettre à la portée ou être user-centric, centré usager. Alors là, c'est toujours la même enquête. C'était aussi la posture de la bibliothécaire ou du bibliothécaire. Et donc, un jeune de cette enquête qu'on avait faite auprès des 11-18 ans qui se posait la question de savoir ce que faisaient les bibliothécaires. Et donc, je vois bien, ils sont souvent assis au même endroit, c'est ça leur truc, ils sont assis derrière leur ordinateur et attendent un renseignement. C'est mystérieux, les bibliothécaires, en fait, c'est assez discret. Il y a beaucoup de questions sur ce métier, on ne connaît presque rien d'eux en dehors de ce qu'ils font. Donc, ça a 8 ans, mais j'ai l'impression que voilà, il y a toujours ce mystère du bibliothécaire. Et d'ailleurs, on fait tous du service public, comme vous, j'imagine. Alors quand je suis en service public et que j'ai des étudiants qui viennent me voir, alors il y a une sorte de relation, mais vraiment, je crois qu'il y en a déjà eu des études sur la relation usagers-étudiants, mais alors encore plus dans une université et peut-être plus dans un établissement comme Sciences Po, je ne sais pas, mais j'ai toujours l'impression d'être complètement idiote quand un étudiant me parle, parce qu'il y a une sorte, enfin voilà, il y a un rapport très complexe et qu'il faudrait, je pense, analyser, et pourquoi en fait on est toujours considéré comme voilà, des pots de fleurs au mieux derrière un ordinateur. Alors, mais il y a plein de bibliothèques qui, voilà, on fait plein de choses pour changer cette image. Et je ne veux pas non plus être dans la déploration, hein, mais c'est seulement nous, dans notre bibliothèque, on n'a pas fait suffisamment, on ne communique pas suffisamment. Mais je sais qu'il y a plein de bibliothèques à Rennes, enfin, les biblioremix, il y a beaucoup d'expériences, et bien entendu, mon cas n'est pas une généralité. Donc, ce que prône en fait finalement la méthodologie UX, et vous pourrez en savoir plus en consultant cet ouvrage qui a été traduit par une équipe autour de Nathalie Clos, que citait Christophe tout à l'heure, et qui est en ligne sur le site, et qui s'appelle Utile, utilisable, désirable, et qui montre en fait toutes les méthodes qui permettent de rendre la bibliothèque à la fois utile, utilisable et désirable. Et donc mettre l'usager au centre de ce processus va permettre à la fois de l'autonomiser. Donc c'est un paradoxe en fait. On veut plaider pour notre existence, et en même temps, il faut rendre les usagers autonomes et qu'ils se passent de nous, mais on a d'autres choses à faire sans doute que de les accompagner en permanence. Donc l'advocacy, Anne l'a dit tout à l'heure, voilà, ça va permettre il y a des techniques, où il y a des recommandations d'Anuta en conclusion a repris les 5 points qui sont fondateurs de l'advocacy, donc j'y reviendrai pas, mais simplement pour vous dire que c'est dans cet article de 94 en fait, un collègue américain, président de l'American Library Association à l'époque, donnait les éléments clés pour mener cette politique d'advocacy. Alors, je vous disais tout à l'heure, finalement, laissons tomber peut-être les indicateurs, ou gardons-les pour nous comme outils de pilotage et outils d'aide à la décision, mais quand on communique avec les lecteurs ou avec le grand public, sans doute il faut renverser un petit peu les choses et faire ce dont parlaient tout à l'heure mes collègues, et raconter des belles histoires et parler de ce qui fait la valeur de la bibliothèque. Donc dans cet exemple de ce rapport d'activité, ce qui fait la valeur de la bibliothèque notamment, c'est là l'accueil des enfants et les horaires étendus. Et donc dans ce rapport d'activité, on a vraiment
une présentation très positive finalement de l'impact de la bibliothèque auprès des jeunes enfants et comment l'extension des heures d'ouverture a pu bénéficier à la communauté, pour reprendre le terme anglais qui est utilisé. Et là, Christophe en a longuement parlé, c'est le projet Outcome, avec tous les biais et toutes les critiques qu'on peut lui faire. Donc c'est cette boîte à outils où vous avez sur un certain nombre de dimensions, il y a 7 dimensions à l'impact. Tout à l'heure, Christophe vous les a énumérées. On arrive à des chiffres absolument extraordinaires, mais qui vont permettre finalement de mobiliser en fait et la communauté et ce que les Américains appellent les stakeholders, dont parlait Danuta tout à l'heure, les parties prenantes qui ne veulent pas dire grand-chose en France, mais en fait, il y a beaucoup de gens qui sont finalement concernés par la vie de la bibliothèque et qu'il va falloir convaincre à partir de ces chiffres de l'importance et de la bibliothèque, et donc plaider pour une plus grande visibilité. Alors, je voulais conclure sur ces mesures d'impact en reparlant un petit peu de ce livre blanc, et puis cette notion aussi de valeur autour de laquelle en fait tout gravite. Le BBF avait consacré un numéro l'année dernière, je crois, sur culture et si on parlait d'argent, et voilà, dans lequel vous pourrez prendre connaissance de points de vue extrêmement intéressants, notamment ceux des économistes de la culture, qui expliquent justement quelle est la difficulté en fait pour un établissement public de la culture de se positionner sur une logique d'impact économique. Donc finalement, ce qu'on dit depuis ce matin, c'est que la bibliothèque maintenant, elle est vraiment... Elle va s'insérer dans la vie d'un quartier, elle va s'insérer dans un écosystème, elle n'est pas complètement hors sol. Et c'est un peu là aussi où on a changé de centre de gravité. Tout à l'heure, on disait le centre de gravité, c'est les mesures d'activité centrées, comme le prêt ou le prêt ou tous les stades du SIGB. Là, on insère la bibliothèque qui devient un équipement dans un écosystème urbain, enfin dans un écosystème d'un territoire, et comment la bibliothèque, avec d'autres partenaires, finalement, contribue au bien-être de ses usagers et par ricochet de ses non-usagers. Donc là, je vous en parlais. Pour mesurer tout ça, c'est très compliqué, et c'est peut-être pour ça qu'on a aussi là du travail à faire pour essayer de distinguer et de choisir des indicateurs, et peut-être l'étude dont parlait Anne tout à l'heure, que va mener la DGMIC et dont les résultats sont attendus dans un an, va nous permettre d'y voir plus clair. Mais finalement, comment dégager des indicateurs qui vont être persuasifs et vont permettre à la fois de parler de la bibliothèque telle qu'elle est, mais aussi de parler du territoire dans lequel elle s'insère, et des usagers qui tirent parti d'une façon ou d'une autre de sa valeur et qui sont fiers d'habiter dans un quartier où se situe une bibliothèque. Donc il y a eu quelques exemples. Donc Christophe en a parlé. Dans le monde universitaire, il y a eu cette fameuse enquête à Toulouse qui a réussi l'introduction est vraiment édifiante. Ils ont vraiment réussi à isoler le facteur fréquentation de la bibliothèque pour le corréler à la réussite en licence. Et donc là, c'est l'algorithme dont parlait Christophe tout à l'heure. Donc c'est une première enquête qui a le mérite d'exister, qui est très, très intéressante et qui a déjà 3 ou 4 ans, donc qui était novatrice. Anne a parlé de cette enquête du Val d'Oise qui, elle, porte sur ces 4 dimensions de l'impact de la bibliothèque. J'y reviendrai pas, mais vous voyez qu'à chaque fois, en fait, la valeur, et c'est ce que disait aussi Danuta, la valeur, elle est polysémique, et il faut décliner en fait toutes ces dimensions, parce que si pour le décideur ou pour la tutelle ou pour votre élu, la bibliothèque c'est d'abord un budget, une ligne de budget, il va falloir défendre ce budget. Pour des jeunes enfants, la valeur de la bibliothèque c'est autre chose, et pour des personnes qui ne connaissent pas l'informatique par exemple, ça va encore être autre chose. Donc toutes ces études, on vous en a parlé ce matin. Une qui est assez aboutie et dont on avait eu connaissance l'année dernière, ici même, Franck Huysmans et sa doctorante Marjolaine Holmes avaient présenté leur travail en fait sur l'ensemble des bibliothèques néerlandaises, avec un dispositif extrêmement complexe pour mesurer l'impact et essayer d'inverser en fait la logique. Ce qui est un peu, j'ai repris
son tableau parce que voilà, c'est assez frappant. Ce qu'il préconise, c'est ne plus poser la question les gens ont-ils vraiment lu les livres qu'ils ont empruntés, ont-ils été surpris, inspirés par ces lectures, leurs compétences de lecture ont-elles progressé? C'est ces questions-là qu'il pose et non plus voilà, combien de prêts par lecteur on a enregistré au cours de l'année. Et pour conclure, je voulais vous donner cet exemple, en fait, notre maigre contribution à cette réflexion. Depuis 2 ans, à la bibliothèque de Sciences Po, on essaye de mesurer l'impact des formations. Parce qu'on est persuadé que là, un des rôles de la bibliothèque et une de ses valeurs pour nos étudiants, c'est l'accompagnement que l'on propose aux compétences informationnelles, les formations en fait dont peuvent bénéficier à la fois toutes les étudiants en première année, mais aussi tous les masters qui arrivent de l'étranger ou d'autres universités au niveau M1. Donc en fait, c'est inspiré de la norme 16439. On a mis en œuvre un questionnaire en 2 temps. En fait, avant la formation, on demande aux étudiants de s'auto-évaluer sur ces, je crois qu'il y en a eu 7 ou 8 compétences informationnelles sur une échelle de 1 à 5. On leur demande, voilà, consultez le catalogue de la bibliothèque, à quel niveau vous vous situez. Et en fait, il y a une formation. Et à la fin de la formation, il y a un questionnaire d'évaluation plus large sur l'interactivité, la qualité du formateur, etc. Et on repose les mêmes questions dans un ordre différent, pour pas qu'ils se souviennent de leur première réponse. Et ça nous permet de mesurer, en fait c'est du déclaratif, avec tous les biais du déclaratif et tous les biais de Apple Pie Effect dont parlait Christophe, mais au moins sur une même problématique, un même questionnement, on constate des gains de compétences et on arrive à identifier en fait notamment que sur les ressources électroniques, c'est là où le gain de compétences a été le plus important, et donc on réoriente en fait d'une année sur l'autre le contenu de nos formations en fonction de ces résultats. Après, on peut faire des sous-populations qui nous intéressent parce qu'on a une partie de notre public qui est étranger, et donc les étudiants anglophones ont des perceptions en fait sur toutes nos enquêtes. On a toujours ces deux approches, étudiants français et étudiants étrangers, parce qu'on voit que la bibliothèque pour nos étudiants étrangers, elle est à la fois mieux maîtrisée, parce que c'est des étudiants souvent qui ont fréquenté des bibliothèques de plus grande taille dans leur pays d'origine, mais en même temps plus difficile, parce que là ils se retrouvent dans un contexte français avec des ouvrages en français. Donc voilà un petit peu l'exemple de cette évaluation ante-post et cette mesure d'impact de la formation. Pour l'instant, on n'en est pas à mesurer l'impact sur le succès des étudiants, parce que là, ça nécessiterait qu'on se rapproche de la scolarité, qu'on obtienne les notes, etc. Et c'est un combat en fait qu'on mène, mais qui est long et qui n'est pas pour l'instant abouti. Et pour l'instant, donc, à défaut d'avoir des mesures de corrélation avec les résultats aux examens, on a cette mesure d'impact sur les formations. Et donc, voilà, je conclurai un petit peu en avance sur ce cercle vertueux qu'il convient de mettre en œuvre entre à la fois la définition de la mission, mais la mission, elle doit être aussi nourrie de l'interrogation des usagers. Donc, tout à l'heure, on parlait de contrat de performance de la BNF. Si la BNF, elle a une vision, bien entendu, compte tenu de l'institution voilà, a des missions intrinsèques pour lesquels il n'est peut-être pas nécessaire d'interroger les usagers, ou à la marge, peut-être des bibliothèques de lecture publique ont des missions qui seront plus corrélées avec leur territoire et avec le public qu'elles desservent. Donc entre mission, impact, mesure de la qualité, de la satisfaction et définition de la valeur, en fait c'est une sorte de cercle vertueux qu'il convient de mettre en œuvre avec de la rétroaction et nourrir les missions en fonction finalement de la mesure des besoins. Ça permet de construire un discours aussi et un plaidoyer qui permettra de rendre, il faut l'espérer, les bibliothèques plus visibles. Et le combat quand même est peut-être pas gagné, mais en passe de l'être, puisque quand même les bibliothèques récentes qui sont sorties de terre récemment ont beaucoup de succès, et peut-être que la grande bataille de l'élargissement des publics qu'on mène depuis une dizaine d'années est peut-être sur le bon chemin d'être gagnée.